On se réunit avec l'entraîneur, avec Henri Michel, et puis on s'assoit, on récupère. Et puis là, pour certains, c'était un traumatisme, le match de Séville. Et puis là, il demande quels sont ceux qui se sentent capables d'aller tirer. Moi, j'ai levé la main, je me sentais capable de tirer le penalty, mais en 5e position. Comme ça, au moins, je me suis dit, si peut-être on peut être qualifié avant que je tire, ça serait pas mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode avec Luis Fernandez. On va parler des deux compétitions exceptionnelles que Luis a disputées avec l'équipe de France. L'Euro 84 évidemment, dont il joue toutes les minutes de toutes les rencontres, et on parlera bien sûr de la Coupe du Monde 86, notamment ce penalty mythique lors de la séance des tirs au but contre le Brésil. On parlera aussi du Matra Racing et de plein d'autres choses encore pour un épisode de Dingo. C'est parti. Tu racontais dans ton livre un petit peu quand tu es dans le vestiaire, tu es assis à côté de Marius Trésor et tu t'es un petit peu émerveillé. Ah ouais, Marius, c'est comme ça. J'ai eu l'occasion de te parler tout à l'heure de Jean-Pierre Adams. Marius, Ouais. c'est un monument. C'est un grand monsieur, un grand joueur. Un joueur qui en a imposé sur le terrain. Et puis, c'est un plaisir, c'est un régal. Quand tu t'assois à côté de lui, tu le regardes et tu le vois se préparer. Puis, quand sur le terrain, il est en train de te positionner, de te repositionner, tu l'écoutes. Tu vois que c'est Marius Trésor. C'est un grand monsieur du football. Ça, c'est pour ça que j'ai toujours aimé ce personnage-là. Ouais. On a eu beaucoup de tes contemporains Ouais. et vraiment le nom qui revient. Alors, il y a deux noms qui reviennent. Moi, il y a Platini évidemment, mais l'autre nom qui inspire vraiment un respect unanime, c'est Marius Trésor. Au-delà de ses performances sur le terrain, comment t'expliques ce côté vraiment, il a un côté d'une idole. Tout le monde est toujours Une aura, émerveillé en tout par cas, une une aura aura, incroyable. exactement, ouais. Ouais, mais tu sais, quand on a cette opportunité, cette chance de le côtoyer, de l'avoir derrière soi, pour moi, être un milieu de terrain, quand tu le vois en dehors, quand tu le vois, tu le rencontres en dehors on va dire du vestiaire, quand tu parles avec ce monsieur Marius Trésor, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la gentillesse. C'est quelqu'un qui est là, qui va te donner les conseils qu'il te faut pour que tu vas capter pour réussir ce qu'il te demande de faire. Marius, c'est Marius. Marius, ça restera toujours on va dire un de ses plus grands défenseurs que l'équipe de France a eu. Hein. Je pense que pour moi aussi c'est pareil. C'est l'avoir côtoyé, ça m'a fait un plaisir énorme aussi. Et Platini est connu comme étant un gros chambreur dans les vestiaires. Est-ce qu'il te chambre un peu avant ton premier match? Tout le monde, je chambrais tout le monde. D'accord. Il vaut mieux ne rien dire, il vaut mieux te taire. Et alors, tu te souviens de ce qu'il te dit, non? Il m'a certainement évité de me mettre des ballons un peu loin, mais moi, aller bien dans les pieds. Toi, réussis tes passes. Hein, c'est-à-dire que ne me fais pas courir. D'accord. Retour au basique. Il fallait que je sois précis dans mes passes et dans mon placement dans le jeu. Voilà. C'est le début d'une belle histoire avec l'équipe de France. Comme tu dis, tu vas plus vraiment sortir. Et tu arrives à stabiliser ce poste de milieu un peu défensif où il y avait quand même un certain turnover. Il y avait vraiment personne avant toi, en tout cas dans cette période, qui a réussi à s'installer durablement. Évidemment, tu avais Battenet, tu avais Larios ou Girard, mais qui n'ont pas réussi à s'installer. Comment t'expliques que toi, tu arrives à t'installer durablement dans cette position? Pour s'installer, la chance que j'ai eue aussi, parce qu'il faut avoir un peu de chance et de réussite, c'est de pouvoir te retrouver avec trois éléments et non des moindres. Entre Tigana, Giresse et Platini. C'est-à-dire que là, tu sais quel va être ton rôle. Tu sais, même si c'est un rôle dans lequel on dit, ouais, mais tu vas rester en retrait, tu vas plus récupérer des ballons, anticiper dans la récupération, dans le pressing, réussir dans ce geste, dans ce registre-là. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. C'est pas quelque chose qui allait me perturber. Au contraire, j'étais fier parce que je me dis, mais tu t'imagines, Louis, tu es dans cette équipe de France avec un entraîneur comme Michel Hidalgo et tu es avec ces trois garçons qui sont là, qu'on ne cesse de valoriser, de mettre en avant. Platini, c'était déjà Ballon d'Or, hein, c'était avec la Juve, c'était Alain Giresse, c'était ce petit joueur avec cette qualité, cette technique, cette facilité, ce petit Ghana qui était capable dans l'accélération avec un ballon dans les pieds comme il a fait lors de la demi-finale face au Portugal. Mais pour qu'il ait ce ballon-là, il fallait que Fernandez se dévoue à aller le récupérer, le remonter et lui donner. C'est pour ça que ce rôle que j'avais, mais je le prenais à cœur, mais j'en étais fier, j'étais content. Si on m'aurait demandé de courir plus de kilomètres encore, je l'aurais fait, mais
moi, j'étais bien parce que quand tu récupères des ballons, tu sais à qui le donner. Et quand tu leur donnes à ces trois-là, tu es sûr que tranquillement, le ballon, il va être dans la distribution, dans le jeu. On va certainement réussir, comme on a eu l'occasion de faire face à la Belgique, à la Beaujoire avec l'équipe de France en 84. C'est un grand Michel Platini, mais c'était un plaisir. Moi, j'étais heureux de pouvoir les côtoyer, de pouvoir leur apporter ce que, par mes qualités, c'était pas, on va dire, les qualités exceptionnelles sur le plan technique, mais dans le placement, dans le replacement, dans la récupération du ballon, je pense que j'ai quand même fait mon travail de la meilleure des façons pour leur apporter ce qu'ils attendaient de moi. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que tu avais cette capacité à un peu effacer ton ego pour faire briller les autres. Ah ouais, moi, j'étais au service des autres. Tu sais, même si c'est un, même si c'est un rôle un peu ingrat, on voit toujours les buteurs, on voit toujours les meneurs de jeu. Mais le milieu de terrain, quand ça court, quand ça récupère, quand ça donne, c'est aussi efficace. Sans des milieux de terrain, la force qu'on avait dans ce milieu de terrain, c'est la complémentarité entre Tigana, Fernandez, Giresse et Platini pour pouvoir bien s'entendre, pour savoir qui doit faire, que doit-on faire avec le ballon, sur le ballon. C'est tout. C'était ça qui était pour moi, c'était le plus important. Mais moi, déjà d'être à leur côté, j'étais super heureux, hein, je peux te dire. T'enchaînes les matchs avec l'équipe de France en tant que titulaire, qui sont souvent d'abord des matchs amicaux parce qu'il y a la préparation de 84, puis après il va y avoir bientôt le championnat d'Europe. C'est souvent contre des équipes européennes. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers d'un de ces matchs de préparation? Non, j'ai pas de souvenir. Tu sais, quand le souvenir que j'ai, c'est Rotterdam. Tu vois, ce premier match. Ouais. Le premier match pour moi, parce que c'est le football hollandais aussi. Hein. Tu sais, la Hollande à cette époque, football complet, le football de Stéphane Kovac, qui avait été aussi un des entraîneurs de l'équipe de France avant Michel Hidalgo, mais jouer la Hollande. Après la Hollande, je me souviens plus. Tu me demandes quel est le parcours, je me souviens pas. Bon, Je sais que le il y premier a match, un deuxième match au Portugal où la ouais, France perd. C'est le seul match que tu perds avant très longtemps. Et c'est le premier match que tu perds 3-0. Tu joues 75 minutes. Et après, tu enchaînes avec URSS, Italie, Belgique. Non, il gagne 3-0, Guillaume. Ah oui, t'as raison. Vous gagnez 3-0. Hein, c'est moi qui finis. Pardon. Et c'est le match de Danemark en fait qui est une défaite. Ouais, vous allez gagner au Portugal. Après un match contre l'URSS, match nul en France, un match contre la Yougoslavie. contre l'URSS, je crois que je marque au Parc des Princes. Oui, Ça y est. Exactement. Le grand Assaïev. Il y a deux pays avec lesquels tu as une histoire un peu particulière. Tu as l'URSS, bizarrement, à chaque fois que tu joues contre eux, tu fais des super matchs, soit tu marques, soit tu fais des passes décisives. Et l'Espagne. Et tu as l'Espagne, exactement. J'en mets deux contre les Espagnols, contre le gardien Zubizarreta. Andoni Zubizarreta et Dassaïev, deux buts aussi, un au Parc des Princes et l'autre en Coupe du Monde en 86, sur une belle ouverture de Alain Giresse. Je rentre dans la surface avec un contrôle et un joli plat du pied. Exceptionnel le contrôle. Ouais. J'ai eu l'occasion de le revoir plusieurs fois. J'ai dit, Fernandez, techniquement, tu n'étais pas si mal que ça. Hein, parce que là, dans une surface de réparation, il fallait le faire, il fallait contrôler, éliminer, marquer. Non, mais pour te dire, j'étais capable de réussir de belles choses. Marquer après Zubizarreta, le deuxième, c'est celui qui m'a le plus marqué parce que c'était à Séville. Ma maman était là et que ma famille était là. Et comme je suis né à 100 km de Séville, j'avais toute la famille qui était venue me voir et j'ai réussi encore cette fameuse, la spéciale finlandaise de 6-0 que j'ai eu l'occasion à Bordeaux contre Zubizarreta. Deux fois à Zubizarreta, je vais de lui faire un petit de temps en temps. Alors, c'est vrai que ces deux buts en ciseaux, ils sont incroyables parce que c'est des choses qui s'écrivent pas, quoi. Le premier, tu marques, il est dingue. Et ensuite, contre l'Espagne, de nouveau, un peu similaire, ce geste hyper difficile. Et allez, de nouveau, tu marques. Mais c'est la marque, c'est Fernandez. C'est mystique. La bicyclette, Fernandez, moi, je faisais beaucoup de bicyclettes, voilà, c'est tout. Hein. Quand on me demande pourquoi, les bicyclettes, de Fernandez, elle était bien. Je l'ai deux fois tenté, deux fois, elle est bien passée. Voilà, c'était le même gardien. Et ils ont fait exprès de les laisser rentrer, les gardiens, là. Non, mais je crois qu'il est de ta famille, il est de ta famille, Zubizarreta, c'est pas possible. Autrement, il y a un peu de San-Sébastien là-bas. Ouais, est-ce que tu peux nous décrire la première? Est-ce que tu peux le décrire aux auditeurs, ce but de dingo? Le dingo, c'est lequel à Bordeaux? Alors, c'est Zubizarreta qui la renvoie du point, et puis raconte-nous un petit peu. Sur le but que je mets à Séville, c'est sur un ballon sur un côté qui est récupéré par Manuel Amoros. Il y a un centre qui est renvoyé par un défenseur
et j'arrive en pleine course on va dire, du milieu de terrain. Et comme elle vient, je la retente. Tu sais, c'est des gestes que tu as déjà tenté, réussi aux entraînements. Tu ne peux pas les tenter parce que normalement, logiquement, c'est un contrôle que tu dois effectuer. Tu sais, tu fais un Ouais. contrôle, tu la cales bien et tu enchaînes derrière par une frappe. Là, ce geste-là, je l'avais déjà réussi. Tu sais, on va dire, on se souvient. Tu sais, dans la programmation, il fait partie comme mes gestes de tacleur. J'étais un joli tacleur, je taclais bien au sol, je taclais bien pour récupérer un ballon. Bon, bah, c'est pareil. Ce geste-là, je l'ai bien intégré. Je l'ai tenté 2 fois et 2 fois il m'est passé. Il est passé. Voilà. Bon, magnifique en tout cas. J'avoue que moi, Ouais. ça fait partie de ces buts dont je me souviens très précisément où j'étais quand je les ai vus. C'est des souvenirs indélébiles. Je sais pas si Guillaume a la même. Ouais, c'est assez iconique en fait. Les Ouais, deux c'est hein, ça. sont assez iconiques en fait. C'est assez rare de le voir déjà. C'est des gestes quand même très très rares. Et bon, 2 fois de suite. Pour moi, ça c'est vrai que c'est un geste qui était estampillé Luis Fernandez, ça c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, on appelle ça une Fernandez, nous, personnellement. Voilà. On peut la mettre. Donc, l'Euro 84, alors, toi, tu joues tous les matchs, toutes les minutes. Vraiment, tu joues absolument tout. Tu es indéboulonnable dans ce carré magique. Quels sont tes souvenirs quand tu repenses à cette compétition? C'est quoi les souvenirs qui te viennent à l'esprit? Tu sais, les souvenirs, c'est une génération qui a enfin, parce que moi j'ai eu cette équipe de France, je l'ai quand même suivi depuis 78. Tu sais, cette Coupe du Monde en Argentine. J'ai le souvenir de ce France-Argentine ou ce match-là que tu regardes. Et puis, cette équipe, tu la suis en 80, tu la suis en 82, tu la regardes. Et puis quand tu as cette opportunité de l'intégrer en 82 pour arriver à ce championnat d'Europe qui commence au Parc des Princes face à un adversaire et non des moindres, le plus difficile à jouer, ce Danemark, cette équipe qui est difficile à la surprendre tactiquement dans le jeu par rapport à un placement. C'était une équipe qui était difficile à bouger. Et quand tu le gagnes avec ce fameux but marqué par Michel Platini, on va dire que ce match-là, c'est peut-être un déclencheur. Ça a déclenché, ça nous a permis parce que l'équipe de France restait sur une déception de 82, et on se retrouve à 84 en démarrant ce championnat d'Europe et on est dans la difficulté. Et après, ensuite, tu commences au parc, on va à la Beaujoire et à la Beaujoire, là, il y a eu un festival, le festival de Michel Platini. J'ai même eu l'occasion d'en mettre un de la tête aussi à ce match à Nantes. Et là, on s'est libéré. Il y a eu une totale, on va dire, face à la Yougoslavie. Le stade de Geoffroy Guichard, on va dire, avec une ambiance comme à la Beaujoire, magnifique. C'était quelque chose ça ne s'efface pas parce que ça te marque parce que tu sens que la France est là, le peuple de France est là, en train d'encourager son équipe, d'essayer de l'amener à réussir on va dire, ce championnat d'Europe. Et le dernier match, c'est au stade Vélodrome. Et au Vélodrome, contre le Portugal, où tu mènes, où tu es mené, tu cours derrière le résultat, et ça se termine par ce but marqué par Michel Platini dans la surface de réparation après, on va dire, un exploit de Jean Tigana en les transperçant dans le cœur du jeu et en mettant ce centre en retrait. Et cette ambiance du Vélodrome ce soir-là, mais ça marque entre le Vélodrome, entre la Beaujoire et Geoffroy Guichard et le Parc des Princes. Tu sais pas ce qu'on a vécu. On sentait qu'il y avait la ferveur, il y avait ce public, ce stade, des stades qui étaient pleins, qui étaient conditionnés pour nous voir gagner. Et c'est vrai qu'après, quand on finit face à l'Espagne, quand on est champion d'Europe, là, on était heureux parce qu'on apporte ce premier titre en sport collectif à ce football français. Dans cette génération de Michel Platini, j'en étais fier d'avoir pu participer. Hein. Ça, c'est sûr. Lors du premier match, Platini est un peu il est très tendu. Je crois que tu racontais ça quelque part, notamment à la mi-temps. Il est un peu furieux. Tu te souviens de ce qu'il raconte? Il est un peu, tu sais, il revenait, on va dire, après la Coupe du Monde, et il avait une telle envie de faire plaisir, de gagner ce titre qu'il en avait vraiment la motivation. Tu sais, c'est là où tu sentais que c'était un grand Ouais. et les grands parce que il n'était pas en train de se dire bon bah quelque chose non. Il était avec une motivation, une grande motivation pour aller au maximum pour chercher ce titre. Ouais. Et effectivement, le premier match contre le Danemark, comme tu disais, c'est un match compliqué. Je crois que
Platini dit que les Bordelais jouent entre eux, qu'il est un peu en train de s'énerver. Et toi, tu le calmes à la mi-temps? On calme un peu, on essaie de se reposer un peu, parce que c'est vrai qu'on avait tellement une envie de le réussir que quand t'es match nul à la mi-temps, tu commences à penser, puis tu vois Michel, hein, Michel, c'est un compétiteur, Michel, c'est un mauvais perdant, hein, Michel, jamais il a accepté tu sais, je me rappellerai toujours même quand on était en 86, match face à l'Italie, il a dit, je veux bien perdre contre tout le monde, mais sauf contre l'Italie, parce qu'après, il faudra que je retourne là-bas et je vais me faire chambrer, je vais me faire attaquer, hein. C'est pour ça que il était, euh, il était remonté et c'est sûr que une fois qu'il a marqué ce but contre le Danemark, ensuite après il était un peu plus relâché. Et après il nous a fait un championnat d'Europe exceptionnel, magnifique. Quand on a interrogé un peu tous tes copains qui ont participé à 84, il y avait Ouais, effectivement deux mots qui ressortaient. Le premier, c'est exactement ce que tu dis, une ambiance de dingue, vraiment le ouais, sentiment d'avoir le soutien de toute l'équipe, et aussi le fait que l'équipe semblait conditionnée pour gagner. C'est-à-dire que quand on a ouais. Maxime Bottis, quand on a eu Giresse, les deux ont dit en fait il n'y avait pas d'autre choix que de gagner, quoi. On était vraiment dans l'esprit de gagner, et donc quand on l'a gagné, on était très content, mais on savait que ça allait se passer quelque part. Est-ce que toi qui étais un peu plus jeune, t'avais ce sentiment ou c'était un peu différent pour toi? Non, mais tu es dans un groupe, tu es dans une équipe de France. Quand tu la suis depuis déjà quelques années, tu dis on joue à domicile, on joue à la Hmm. maison. Tu ne peux pas décevoir. Tu vois, Hmm. tu es dans l'obligation de réussir quelque chose de grand. Réussir quelque chose de grand, c'est d'aller chercher ce titre de champion d'Europe. Et je pense que tout le monde était conditionné. On était tous conditionnés. Parce que quand toi, on discutait de Michel, oui, il était nerveux. Oui, il était remonté. Oui, pourquoi? Il voulait gagner. Il n'aurait pas souhaité, il n'aurait pas Hmm. voulu qu'on s'en aille en étant éliminé assez rapidement. C'est pour ça qu'on avait cette obligation tous ensemble de relever ce challenge. Et c'est comme ça qu'on a eu la force entre, tu sais, le geste que fait Monsieur Patrick Battiston en finale contre l'Espagne, à 10 minutes de la fin, qui sort du terrain pour laisser sa place à qui? À Manuel Amoros. Pourquoi Manuel Amoros Oui, était oui. remplaçant? Parce qu'il avait été suspendu. Il avait été suspendu après son expulsion. Et Hmm. Patrick Battiston qui souhaite que ce garçon, pour que tu vois l'état d'esprit qu'il y avait dans ce groupe, j'ai jamais vécu une ambiance comme celle de ce groupe. Pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Ces garçons, à chaque fois, il y avait pas d'ego, il y avait pas de, non, on rigolait les uns avec les autres, on jouait aux cartes ensemble le soir à l'hôtel où on était, on participait, on se chambrait. Moi, j'ai aimé ce groupe. Ce groupe-là, qu'on est, qu'on ne le critique pas, parce que autrement, je serais très méchant avec les personnes qui se permettraient de porter Non, un jugement. n'oserais pas. Surtout Ouais, qu'on a eu ouais, ouais. Manuel Amoros la semaine dernière qui nous a Ouais, raconté exactement cette anecdote, que ouais, lui, il a toujours pas comprise d'ailleurs. Il dit, je ouais. comprends pas comment Battiston. Et quand il en parle, il était vraiment ému encore, hein, 40 ans plus tard. C'est magnifique. Vous savez ce qu'a fait Patrick Battiston? C'est qui va le faire, ça? Ouais. Donnez-moi que dans le futur. Maintenant, Non. ça va être dur. Hein. Ça va être dur de trouver un exemple comme celui-là. Hein. On passe un joueur, il se retourne et quand il sort, il fait la tête, il n'est pas content, il n'est pas heureux. Et alors que là, c'est une finale de championnat d'Europe quand même, hein. Et le Et monsieur, c'est Surtout qu'il pas y avait, il y fini. avait, Hein. il y avait, ouais, il y avait 1-0, il reste 15 minutes, et puis ouais, ensuite il y a une expulsion. Donc c'est vraiment complètement dingo. Ça aurait pu être le fiasco du siècle, et au contraire, c'est. Amoros, c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe, messieurs. Ouais. Ah oui, mais il faut pas. Il a été remarquablement bien comment dire, remplacé. Mais Battiston, c'est un grand monsieur, ça aussi. C'est tout. C'est la valeur de cette équipe. Quand tu les prends, il y avait ça, cette force-là, elle était là. C'est-à-dire qu'il y avait une amitié. On va dire, il y avait une amitié qui était propre, une amitié qui était sincère entre les uns et les autres. On avait toujours un plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble et d'essayer de gagner quelque chose ensemble. C'était Et qui ton meilleur pote dans cette équipe? Tous. Tous? Tous. Il n'y avait pas d'exception. Okay. Enfin, il n'y avait pas Hein? d'exception. Il y avait pas quelqu'un dont tu étais dont tu étais plus proche. Tu sais, moi je les ai tous aimés. C'est pour ça D'accord. que je vais te dire Maxime Bossis, après Platini, et après Tigana, et après Manuel Amos, et après Bruno Bellone. Je ne je peux pas dire. Très J'ai envie de mettre en avant le groupe. Le groupe, c'est par qui? Par un monsieur personnel, monsieur Michel Hidalgo. Parce que ça, c'est un personnage aussi, Michel Hidalgo. Dans ses causeries, quand tu l'écoutais, quand il te parlait dans ton position, quand il nous demande de jouer arrière droit contre la Belgique, parce qu'il y avait Francky Vercotteren, bah, j'ai accepté. Oui. Et c'est tout. C'est ce monsieur-là, tu respectais. C'est qui était Monsieur Michel Hidalgo. C'était un plaisir, c'était un régal. Moi, je me suis régalé avec
avec son staff, avec Ray Emile qui était là aussi, avec Henri Michel qui sera plutôt, après plus tard, champion olympique avec l'équipe de France olympique. Et il y avait un bon groupe là. C'est cette équipe de France, ça respirait là. On va dire, l'ambiance était. Bon, j'ai apprécié, voilà. C'est un peu une dream team, hein, le staff technique. Hein. Tu as Marc Bourrier, qui va être futur champion d'Europe Espoir. Tu as Gérard Banide, qui est un formateur incroyable. C'est vrai, quand on y repense, c'est un peu les Avengers, tous les entraîneurs à ce moment-là. Vous savez ce que c'était Gérard Banide? C'était quand tu arrivais au centre, quand tu arrivais sur un terrain, tu avais déjà le traçage, tout le traçage qui était fait pour tous les exercices qu'on allait réaliser à l'entraînement. C'est quoi? C'est tout est marqué, tout est prêt. Alors déjà, je te parle de ça, c'est en 84, hein, d'accord? Parce que Hyper on voit fort. le nombre de personnes qui sont qui sont dans un staff, ils sont 10-15. Là, à cette époque-là, c'est M. Banide qui faisait le traçage, lui-même s'en occupait, et je peux te dire qu'on prenait du plaisir à s'entraîner avec cette équipe de France. Hein. Tout était parfaitement bien fait. Bah, on a eu, donc, comme je viens de dire, on a eu Manuel Amoros, on a aussi eu Bruno Bellone qui disait que Banide les a vus assez rapidement en leur disant, voilà, toi, tu seras international, mais il faut que tu joues à gauche. Et il dit un peu la même chose à Amoros. Il dit, écoute, toi aussi, tu seras international, mais tu seras latéral. Il avait cette vision de voir le futur du foot français et le futur de ces joueurs en particulier, ce qui paraît assez incroyable quand on y repense. Quand on y pense, quand on a été entraîné ou accompagné par ces personnages-là, je veux dire que moi, Banide, il m'a marqué. Hidalgo m'a marqué. Tu sais, tu parlais de Bourrier, tu parles de le staff qui accompagnait Michel Hidalgo. Je peux dire que c'était des gens, quand tu arrivais, tout était prêt, le staff médical, les kinés, on était bien, on était super, c'était, Ouais. tout le monde avait sa part dans le travail et il le faisait bien, ça c'est sûr. Donc tu t'installes dans cette équipe de France. 2 ans plus tard, en club, tu deviens champion de France après une série assez incroyable de 26 matchs sans défaite avec le PSG. Bon, une fin de saison un peu plus difficile. On a eu Joël Basse qui nous avait raconté un petit peu combien cette saison avait été exceptionnelle, mais était un peu difficile vers la fin en tout cas. C'est l'année, je crois, où c'est Gérard Houllier qui est le jeune entraîneur du PSG. Comment est-ce que tu t'entends avec lui? Avec Gérard, ben, tu sais, quand il arrive, Gérard, il me met à ce poste de capitaine, non? Il me donne le brassard, il me donne la responsabilité de porter un brassard et d'en être le capitaine. C'est une marque de reconnaissance. C'est quelqu'un Gérard aussi, avec cet entraîneur, quand il arrive du côté de Lens, on le voit arriver, tout de suite, il met en place son animation, son style, ce qu'il souhaite. Il me donne la possibilité d'être le leader de cette équipe. Et j'étais content d'être le capitaine de ce groupe pour aller faire ce qu'on a réalisé dans cette saison-là. Et comment tu le comparais aux autres grands entraîneurs que tu as eu, que ce soit Hidalgo, que ce soit Henri Michel, C'est un peu une Arthur sorte Georges? un peu comme Arthur Georges, ou comme pas Arthur Georges, Georges Perroche, ou comme Michel Hidalgo, sur lequel on pouvait, tu sais, s'appuyer, on pouvait discuter, on pouvait parler. Et Gérard était quelqu'un qui était assez ouvert au discours, au dialogue, et dans ses causeries, dans la préparation des matchs, c'est quelqu'un de perfectionniste. Tu vois, c'est quelqu'un il réussissait à mettre une animation. Tu sais, plus tard, il en est devenu même l'entraîneur de Liverpool. Hein, il y a une Coupe d'Europe avec Liverpool. Hein, ce n'est pas rien. C'est un entraîneur qui a réussi sa carrière. C'est un entraîneur qu'on a appris à aimer, à apprécier, et ses qualités qu'il avait en lui, ce côté humain aussi que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Quand il avait quelque chose à te dire, il te le disait, mais qu'il ne le disait pas devant tout le monde. Il te prenait chacun d'entre nous tête à tête et il s'expliquait. Puis on était content d'avoir cette version-là de cet entraîneur-là. Cette qualification pour la Coupe du Monde 86 se passe relativement facilement, on va dire, même si vous Ouais. êtes dans un groupe difficile. Quand vous vous qualifiez, quelle est l'attente au sein du groupe? Est-ce que vous dites on y va pour la gagner ou Quand tu participes à une compétition, on n'y va pas pour participer, on y va pour représenter un pays. Tu représentes la France, tu viens d'être champion d'Europe, tu as quand même un statut de champion d'Europe. C'est-à-dire que quelque part, on a un groupe, une équipe qui a démontré qu'elle avait les qualités, pourquoi pas, de rivaliser avec n'importe quelle de ces nations. Et c'est pour ça qu'on y va, quand on est qualifié, on y va avec l'ambition de gagner cette Coupe du Monde. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'en 82, on n'est pas passé loin, je n'y étais pas. Mais cette équipe de France avait quand même énormément souffert. Et là, on se dit qu'on peut faire quelque chose dans cette compétition qui va venir.
Et quelle est l'ambiance au sein du groupe? Parce que là, c'est un groupe qui est quand même un petit peu renouvelé. Il y a des nouvelles, Ouais, mais têtes, il y a des Papins, des Vercruis, des Ferreri. tu sais, quand ces jeunes arrivent, ces joueurs arrivent, ils arrivent dans un groupe qui vient d'être champion d'Europe. C'est-à-dire que déjà, ils savent très bien qu'ils ont à accompagner et ou à apporter en fonction de ce que l'entraîneur va leur demander. Et assez souvent, on disait les coiffeurs, les remplaçants. Et ce statut-là, ils l'ont magnifiquement bien pris parce qu'à la fin de la compétition, ils finiront par jouer le match face à la Belgique et à finir troisième de cette Coupe du Monde. Et durant la compétition, pour certains qui ont eu l'occasion de jouer, d'autres qui n'ont pas joué, je peux dire que l'ambiance, moi, dans cette Coupe du Monde, je l'ai aimé. Hein. J'ai beaucoup apprécié encore cet état d'esprit qu'il y avait dans cette équipe de France. Bon, bah, il y avait Henri Michel qui en était l'entraîneur et on était heureux de jouer, de porter ce maillot de l'équipe de France et d'essayer de faire ce qu'il y a de mieux, on va dire. C'est particulier pour toi d'être là-bas au Mexique, vu ce que tu disais sur la Coupe du Monde 70? Bah, moi, tu sais, la Coupe du Monde, je me retrouve à Guadalajara, je me retrouve dans ce stade mythique où le Brésil avait joué en 70. J'étais content, j'étais comme un enfant. Je me disais, tiens, c'est magnifique, c'est là où tu as appris à commencer à aimer les Brésiliens, à les voir jouer. Et c'est dans ce pays. Mais c'est vrai que les conditions climatiques étaient quand même assez particulières. Hein. Tu sais, c'est là Ouais. où tu jouais en jouant en altitude. Et je peux dire que faisait très chaud, très difficile à jouer. Ouais, Manuel Moros nous disait qu'il y avait d'abord la pollution quand vous étiez à Mexico City, Mhm. qui venait de Mexico City, que vous étiez obligé d'avoir des bouteilles d'oxygène parce que c'était tellement compliqué. Donc, ce qui montre quand même que la fédération s'était bien améliorée par rapport à 78 où ça a été un peu plus Ouais, compliqué. ça Euh, s'améliore. Et donc, premier tour pas évident, match contre le Canada où vous avez un petit peu de mal, qui est débloqué vraiment en fin de match c'est un peu l'entrée de Stopira qui déclenche Ouais. le but. Le match d'après, c'est contre l'URSS, un match compliqué, donc là où tu marques ce but fabuleux. Ouais. Ensuite, la Hongrie, vous battez assez facilement. Et donc là, l'Italie, dont on a parlé, Mhm. euh, Platini qui motive pendant toute la semaine, j'ai l'impression qu'il est derrière chaque joueur et qu'il leur explique un petit peu quelles sont les attentes et en tout cas le positionnement. Ce qu'on a reçu comme information sur la façon dont Hidalgo fonctionnait, c'était qu'il donnait des techniques et des grandes lignes tactiques et qu'ensuite Platini bouchait un peu les trous. Est-ce que Henri Michel avait un fonctionnement pareil ou est-ce qu'il était un peu plus prescriptif qu'Hidalgo? Tu sais, quand il a accompagné Hidalgo dans une période, Henri, quand il arrive à la tête de l'équipe de France, il a quand même à faire un groupe qui est, on va dire, avec Mathieu. une certaine expérience acquise déjà par rapport à un championnat d'Europe. Et quand on le voit arriver, il ne change rien pratiquement avec ce qui avait été fait avant. Et avant, D'accord. c'était bien passé. Voilà, il a mis en place une animation, il a mis en place une équipe et on a essayé de répondre. Après, tu sais, une Coupe du Monde, il faut que vous le sachiez, c'est que tous ces pays qui viennent pour disputer une Coupe du Monde, ils ont tous une motivation, on va dire, Mm. assez élevée. Et quand on joue contre l'équipe de France ou contre le Brésil ou contre l'Italie ou contre l'Espagne, tu as des adversaires qui sont remontés comme des pendules et qui ont envie de te faire, ils ont envie de te faire chuter. Et nous, on s'est retrouvés ces adversaires-là. Et je peux te dire que avant d'arriver jusqu'à l'Italie, on n'a pas eu des matchs assez faciles à jouer. Ça, c'est sûr. Ouais. En revanche, il y a un avantage, je trouve, à cette période par rapport à maintenant, c'est que les joueurs, ils sont pas cramés, ils sont pas trop émoussés. Ils arrivent avec un physique quand même relativement bon. Alors que là, franchement, les dernières coupes du monde ou les derniers championnats d'Europe, t'as quand même des équipes avec des joueurs qui sont un peu fatigués après une saison un peu rocambolesque. Pour un peu leur championnat, pour un peu leur compétition. Ah ouais. Tu sais, quand tu ne cesses d'additionner des compétitions et de toutes sortes dans une saison, tu arrives dans une compétition, la dernière, assez émoussée, assez fatiguée, et tu n'as plus le rendement, on va dire, dans le physique pour qu'ils puissent apporter ce qu'on a. Mais voilà, et nous, dans cette époque, le seul problème qu'on a eu au Mexique, c'est un peu les conditions climatiques. Hein. C'était un peu les Ouais. Alors, en altitude. Là, je peux te dire que c'est pas facile. Hein. C'est très, 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 très dur. comment toi, justement, qui basait pas tout ton jeu, mais qui avait quand même un jeu ultra physique, Ouais. de courir, Ouais. d'endurance, comment tu t'es adapté à ça? Tu fais des courses, mais tu en fais pas 10 à la fois. Il vaut mieux en D'accord. faire un, bien, d'essayer de bien en fonction du rôle, de ce qu'on te demande de faire sur le terrain. Mais si tu commences à en faire une, deux, trois à la suite,
tu peux pas jouer 90 minutes. C'est impossible. D'accord. Donc, tu es dans le calcul, en fonction pour essayer de établir on va dire, pour que tu te retrouves dans une bonne condition pour jouer. Ça, c'est sûr. Tu doses tes efforts, quoi. Tu gères. Tu optimises tes courses. Okay. Exactement. Pour toi, ce match contre le Brésil, pour beaucoup de joueurs qui ont participé, c'est le plus grand match de leur vie. Toi, alors non seulement tu joues tout le match, mais en plus tu marques ce penalty qui délivre toute l'équipe. Pour toi, c'est ton plus grand match en équipe de France ou il y en a d'autres? Ouais, tu sais, championnat d'Europe, quand tu es champion d'Europe, tu es censé gagner un titre face à l'Espagne. C'est-à-dire que 84, c'est la finale, c'est quand même un titre qu'on n'est pas prêt d'oublier. Quand tu joues une Coupe du Monde, c'est une compétition que tu as envie de jouer, que tu as envie de gagner. Quand tu joues ton premier match, ça me marque aussi. Tu sais, on peut pas me demander quel est ton meilleur souvenir. Non, en équipe de France, je n'ai que des bons souvenirs. 66 où j'ai passé des bons moments, où j'étais vraiment heureux d'y être, de participer. Quand tu te retrouves pour jouer une Coupe du Monde en 86 au Mexique et dans ce stade face au Brésil, tout en jaune. Bon, il y avait quelques petits, il y en avait une centaine, pas beaucoup de supporters, ils étaient tous devant leur télévision, et que tu réussis cette performance d'éliminer ce Brésil-là en étant mené, en étant malmené, en réalisant un match, on va dire, où le ballon ne sort pratiquement jamais du terrain. On fait un match où même Joël Batz doit, dans ce match, arrêter un penalty de Zico. On égalise par Michel Platini, que Michel Platini et Alain Giresse n'étaient pas dans les meilleures dispositions dans cette compétition parce qu'ils avaient quand même des petits problèmes et ils ne se sont jamais plaints, ils n'ont jamais rien dit. Au contraire, ils ont tout fait pour être performants sur le terrain et on était content de les avoir. Et cette Coupe du Monde, ça marque. Moi, ça m'a marqué parce que on bat le Brésil et c'est vrai que battre le Brésil, c'était quand même un exploit assez retentissant, on va dire. Ouais, j'allais justement parler. Cette séance de penalty, c'est une séance qui est relativement mythique. Comment toi, quand arrive la fin du temps réglementaire et que les penalties vont avoir lieu, c'est quoi ton sentiment? C'est voilà, on a toutes nos chances. Oula, c'est dommage. Comment tu le gères? Parce que toi, t'as pas vécu Séville, hein. Donc. Ouais, t'as pas vécu Séville. Non, mais moi, on se réunit avec l'entraîneur, avec Henri Michel, et puis on s'assoit, on est assis par terre, on récupère. Et puis, pour certains, c'était un traumatisme, le match de Séville. Et puis là, il demande quels sont ceux qui se sentent capables d'aller tirer. Moi, j'ai levé la main, mais j'ai demandé à ce que je sois le 5e. Parce que déjà, ce soir, en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, j'avais tiré en 5e position. J'aime bien tirer dans cette position quand j'ai eu l'occasion de participer à des tournois où ça se terminait par les pénaltys. Bon, je me sentais capable de tirer le penalty, mais en 5e position. Comme ça, au moins, je me suis dit, si peut-être on peut être qualifié avant que je tire, ça serait pas mal. C'était un peu ma question. Ma question, Louis, c'est est-ce que tu préfères être 5e parce que tu as quand même une chance que la qualification soit lieu avant et donc tu n'es pas obligé de tirer, ou alors tu aimes bien prendre la responsabilité du dernier tireur parce que souvent le 5e, il est aussi décisif? Ah, mais décisif, et moi, tu sais, j'ai toujours tiré dans cette position et ça m'a toujours réussi. Tu vois, je suis un peu superstitieux, tu vois. Je dis, je tire, mais je tire en 5e. Ça a été accepté. Bon, c'était un peu la superstition. Superstition, voilà, c'est tirer en 5e position. Pour moi, ça m'a toujours été bénéfique. Ça m'a toujours, même avec le Paris Saint-Germain, dans des séries de tirs au but, dans les éliminations pour la Coupe de France, j'ai eu l'occasion de tirer en 5e position et je l'ai aussi marqué. Ça, c'est sûr. D'accord. Surtout qu'en 82, vous avez 3 séances de tir au but sur les 3 derniers matchs de votre parcours, hein, si je me souviens bien. C'est ça. Et tu t'entraînes la veille, d'après mes recherches, tu t'entraînes la veille et je crois que tu tires. Côté. Ouais, c'est ça. Ouais, et qu'est-ce qui te fait changer d'avis? Ce qui me fait changer, parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui est dans un stade, qui est en train de regarder, qui est en train d'observer. Tu sais, il y a toujours des gens qui sont là et qui ont la particularité peut-être de rapporter la séance qui a été vécue, ce qui a été fait. Puis bon, il y en a quelques-uns qui ont peut-être vu les tirs au but et moi, je tirais de l'autre côté parce que après, j'ai changé de côté le jour de cette finale. Ça, c'est sûr. Donc, tu as ce petit côté parano, tu te dis, OK, j'ai tiré à gauche pendant tous les entraînements, mais peut-être que j'ai été espionné, du coup, je vais changer. Et à quel moment tu changes d'avis? Non, quand tu marches. Quand je vais pour tirer, je dis frappe avec ton intérieur, plat du pied, appuie bien sur sa droite à lui au gardien. Parce que tu sais, si tu veux ouvrir ton pied, tu vas lui montrer quand tu ouvres ton pied, tu sais. Quand tu frappes, j'ai eu l'occasion de frapper, ils n'ont pas l'occasion de voir l'intérieur. C'est là où je prends la décision de le tirer de la sorte, voilà. À part te préparer mentalement à ce penalty,
Est-ce que tu penses à autre chose sur le chemin qui est quand même relativement long? Non. Okay. Non, mais je fais le vide. Hein. Je suis en train de marcher. Puis même le gardien n'est pas encore dans ses buts. Hein, et il a voulu peut-être me déstabiliser en venant même en faisant à côté du ballon, du point de pénalty. Ouais. Il a posé son pied comme en faisant en sorte de faire un trou pour que je trébuche au moment de tirer. Mais je suis dans mon pénalty. Je l'attends avec impatience. Je me pose pas de questions. Je suis pas en train de me dire, Louis, attention. En plus, l'avantage que j'ai, c'est que si je rate le penalty, la série, elle continue. Pourquoi? Parce que le Brésilien venait de louper son penalty. Et c'est pour ça que je me suis dit, soit tranquille, soit détendu, et tire-les comme tu as l'habitude de les tirer, de ce côté-là, vis-à-vis du gardien. C'est tout. C'est comme ça que j'ai Et pensé. alors, est-ce que tu peux trancher ce mystère? Parce qu'on a eu Joël Batz qui nous disait que, alors, il nous disait que toi, tu lui as dit Dieu est avec nous, et j'ai lu d'autres trucs comme quoi c'est lui qui te dit Dieu est avec nous avant que tu tires. Tu te souviens qui dit et quoi? Enfin, tu sais, ils sont tous venus me voir, les 4-5 qui étaient sur le terrain, à côté de moi, au moment pour aller me diriger vers le... Et tous Michel ou Bruno, allez, maintenant c'est à toi, hein, ne loupe pas celui-là. Voilà, je dis, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille, laissez-moi il arriver. Je me détends en marchant et puis ça va le faire, c'est tout. Voilà, j'étais tranquille, moi, j'ai pas, je me suis pas braqué, hein, je me suis pas mis à trembler ou à penser, non, sois tranquille. C'est comme ça que j'ai toujours tiré ces coups de pied arrêtés qui sont aujourd'hui devenus assez fameux dans ce genre de situation. Le penalty qui est devenu mythique avec notamment je crois que c'est Michel Drucker Non, c'est qui Thierry Roland qui dit mon petit bonhomme. Ouais, c'est ça. Alors, Thierry Roland dit ça, je crois que c'est en différé, et effectivement, Michel Drucker, vas-y, mon petit Louis, exactement. Ouais. Et alors, ce soir-là, vous faites un peu une énorme fiesta, parce que vous vous rendez compte, vous avez fait un match extraordinaire. C'est l'anniversaire de Michel Platini. Ouais. C'est pour ça qu'on a fêté ça. Après le match, même dans le vestiaire, on a des images où ils se sont mis à danser. On a fait un peu de danse. Mais après, le soir, c'était l'anniversaire de Michel. On a fêté l'anniversaire de Michel par cette victoire face au Brésil. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait une grosse fiesta à l'hôtel. On est resté à l'hôtel, t'inquiète pas. Ce que nous ont dit pas mal de joueurs, c'est que et dis-moi si tu es d'accord avec ça, que vous fêtez peut-être un peu prématurément, que vous perdez beaucoup d'influx sur ce match par rapport au match qui arrive contre l'Allemagne. Non, parce que tu sais, déjà, quand tu vois un peu le parcours qu'on est en train de réaliser, on est encore en train de se qualifier pour une demi-finale. Moi, personnellement, on était content, on était heureux, on vivait un moment encore de joie et tout le monde participait. Tu me parlais tout à l'heure des remplaçants, ils étaient là, ils faisaient pas la tête, au contraire, ils souriaient, ils chantaient, ils dansaient. On était ensemble, hein, on était en train autour d'une table. C'est ce qui fait la force d'un groupe. Ce groupe-là, il a vécu de la sorte. Voilà, c'est pour ça que j'étais heureux d'être là, ça c'est sûr. Et du coup, comment t'expliques ce non-match contre l'Allemagne? Je préfère même pas t'en parler parce que je m'en souviens même pas. D'accord. Ah oui. La seule chose que j'ai, le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir vu Franz Beckenbauer avant le match passer à côté de nous et j'étais aussi en admiration face à ce personnage qui était Franz Beckenbauer aussi. Tu vois, ce qui était l'entraîneur de monde. Mais alors ne me dis pas du match ou l'erreur commise ou le match en lui-même parce que je l'ai complètement effacé de ma tête. T'as jamais revu? Non, jamais revu. Je veux même pas le voir parce que ça fait mal au cœur, comment te dire, c'est dur à vivre. Déjà, je reste sur le bon moment qu'on a vécu avec le Brésil ou avec la Russie ou les matchs que j'ai eu l'occasion de disputer dans cette Coupe du Monde. Mais l'Allemagne, non, parce que les Allemands, c'était toujours un football difficile, compliqué, et voilà, c'est comme d'habitude quand tu joues contre les Allemands. Voilà. Ouais. D'accord. Guillaume et moi, on s'est beaucoup interrogé sur ce match parce qu'il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un match extraordinaire et qu'au final, c'est un peu un soufflet qui est retombé brusquement, quoi. Ouais, mais bon, ce match-là, on l'a effacé, mais on a une troisième place à jouer. Et je pense que ceux qui ont eu l'occasion de participer à ce match l'ont remarquablement bien fait. Et ça, c'était un plaisir. Ouais, donc vous battez les Belges 4-2, la France termine troisième, première fois depuis 1958. Et à la fin de cette saison, il y a deux événements majeurs. Premièrement, au niveau de l'équipe de France, tu as pas mal de joueurs qui prennent leur retraite. Alors, tu as Platini qui continue un peu jusqu'au mois d'avril suivant, je crois. Et l'autre événement majeur, en tout cas ce qui te concerne toi, c'est que tu pars au Matra Racing. Et tu es énormément critiqué pour ça à l'époque. Comme si les gens ne comprenaient pas qu'un footballeur ait envie de monnayer ses talents. Maintenant, par rapport à ce passage-là, tu sais, je préfère même pas trop assister ou m'y attarder parce que
chacun donnera son avis. Tu sais, Fernandez, pendant les 8 ou 10 années qu'il a passé au PSG, il gagnait rien du tout. Et là, j'étais en fin de contrat, j'étais champion d'Europe en 84, j'étais champion de France en 86. Tu arrives à un stade où tu peux quand même penser à discuter de ton avenir sur le plan sportif et sur le plan financier. Parce que c'est comme ça que dans ce monde du football, dans ce monde du sport, que ce soit même pour d'autres disciplines sportives, on a le financier aussi qui peut rentrer en compte. Mais comme au Paris Saint-Germain, je leur ai donné la possibilité de faire un contrat à 40% moins que chez les adversaires. Ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été. Ils pensaient que comme j'avais déjà 8 ans, j'allais rester. Non, on avait recruté des joueurs autres et Louis ne voulait pas subir un peu toujours. Tu sais, Louis, il est gentil, il veut bien être compréhensif. J'étais capitaine, il faut pas non plus passer. Il faut savoir, on va dire, comment te dire, Respecté. respecter le personnage que j'étais par rapport à ce que j'avais pu apporter au club depuis que j'étais rentré dans cette équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. C'est tout. Ouais. Et c'est souvent un point qu'on a vu, hein, parce que cette façon de procéder des clubs formateurs, puisqu'effectivement Paris c'était ton club formateur, avec leurs stars, a été assez systématique, puisque on a discuté avec les Nantais, c'était exactement la même chose. Les Stéphanois, c'était exactement la même chose. Ce sentiment où les clubs étaient quand même un peu, alors je sais pas si c'était naïf ou en tout cas avide, mais ils respectaient pas dans les contrats leurs joueurs formés de la même manière qu'ils respectaient les joueurs qu'ils attiraient ailleurs. C'était un peu alors. C'est la gestion sportive des clubs. C'est chacun y voit ses intérêts, voit comment peut-être la réaliser. Moi, ce que je sais, c'est que si tu me parles de mon cas à moi dans cette époque, tu sais, j'étais en position de force pour pouvoir négocier, pouvoir parler sur mon futur. Moi, je souhaitais rester au Paris Saint-Germain. Je voulais rester au Paris Saint-Germain, mais je regardais qu'il n'y avait pas La même suffisamment. volonté. Comment? Pas la même volonté. C'est pas la volonté, c'est que tu te sens pas, on va dire, on a l'impression que tu es quelqu'un qui fait partie de la maison. Ouais, Et que, exactement, tu fais partie des meubles, quoi. le meuble et t'as pas besoin de. Non, j'ai De faire pas. l'effort. Et non, j'ai pas. J'ai suffisamment assez fait, laissé, apporté, donné. Et puis j'étais même en étant champion d'Europe, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé de revalorisation de mon contrat. Et même en étant champion de France, et ben j'attendais qu'il me fasse une bonne proposition. Ça n'a pas été le cas. Bon, bah, après j'ai compris. J'aurais pu aller au Barça pour jouer au Barça ou j'aurais pu aller ailleurs. Mais je préfère rester sur Paris avec l'arrivée de Jean-Luc Lagardère, personne aussi, qui était avec la volonté de monter un club, c'est tout. Mais bon, ça n'a pas pu se faire plus tard. J'étais blessé, je suis parti, c'est tout, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde connaît le montant de ton salaire qui est affiché un peu partout, et comme si c'était choquant que un joueur de foot professionnel avec le pédigré qui était le tien soit bien payé. Et bon, alors maintenant, effectivement, les mentalités ont changé et c'est presque l'excès inverse quand tu vois les sommes en jeu, mais on a du mal à imaginer à l'époque que ce soit aussi choquant que, voilà, Luis Fernandez, je crois que c'était 600 000 francs à l'époque, ce qui paraît dérisoire par rapport aux sommes d'aujourd'hui. 100 000, j'en donnais quand même 300 000 aux impôts quand même, non? Hein, Ouais. c'est pour ça qu'il faut savoir aussi que tout ce que j'ai gagné, il y avait la moitié qui partait du côté de l'administratif. Je vais pas revenir sur les salaires, ce que j'ai gagné à cette époque-là, c'est tout. Après, je sais pas si je le méritais ou je ne le méritais pas. Je vais pas faire le. Non, mais je veux dire, dans un système capitaliste, il y avait une offre et une demande, et puis voilà, c'est marrant que c'était tellement difficile à accepter à l'époque, parce que Bossi c'était aussi critiqué, Exactement, ce que pour la disait même Guillaume, chose. Ouais. exactement pour la même chose, il joue en D2, et il Ouais. décide de monnayer son talent, et pareil, il est critiqué par tout le monde. C'est quand on relit la presse de l'époque, c'est assez bizarre. J'avoue que Alors que Michel Platini, pour le coup, on lui disait rien. C'est ça qui est rigolo. Ouais. Ouais, mais ça, de toute façon, chacun. Moi, je pense que dans cette période-là, je préfère mieux mettre de côté, Ouais. c'est passé, et puis voilà, on en est à autre chose, voilà. C'est bon? D'accord. D'accord. Alors, comme je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, on va passer aux questions mitraillettes. Guillaume, t'es prêt? Ouais, donc c'est les petites questions à la fin qu'on pose où il faut pas réfléchir. Donc c'est parfait pour Michel qui a pas l'habitude trop de réfléchir. Et pour toi, Exactement. Louis, il faut être vraiment focus, c'est-à-dire la première chose qui t'arrive en tête. Alors, je commence. J'ai une question qui est un peu difficile. Tu dis dans ton livre que si Zidane devient sélectionneur de l'équipe de France et qu'il t'appelle pour être adjoint, tu acceptes tout de suite. Est-ce Oui. que tu accepterais encore aujourd'hui? Oui. Tu sais, il a commencé sa carrière avec moi, j'ai envie de finir ma carrière avec lui. Voilà. Puis je suis admiratif de ce garçon.
Voilà. Pour ça que j'aimerais tellement qu'il soit en équipe de France, qu'il prenne l'équipe de France et qu'il l'entraîne, mais pas comme adjoint, comme team, coordinateur sportif. Voilà. Ok, le message est envoyé. Merci. Quel est le joueur dont tu es le plus fier d'avoir lancé la carrière? Voilà, il y a du Patrick Vieira, il y a du Joan Micou, il y a du Nicolas Anelka. Il y en a quelques-uns encore. Il y a aussi au Paris Saint-Germain, j'en ai quelques-uns aussi lancés aussi. Hein. Ouais. Didier Domi. J'aime bien Didier Domi. Didier Domi. Okay. J'aime bien. C'est un garçon qui a répondu. Mais bon, ceux que j'ai eu l'occasion de te citer aussi, hein, Patrick Vieira, je l'ai encore vu il y a 2-3 jours. C'est un plaisir, c'est un régal. Bon, on va rester sur Didier Domi. Alors, imaginons, Ronaldinho arrive à Paris et au lieu de le laisser un peu libre à lui-même ou avec sa famille, il s'installe chez toi, dans ton appartement, un peu comme un interne. Est-ce que tu penses que sa carrière prend une tournure différente? Oui, tu sais, je vais t'en donner un autre exemple qui venait manger à la maison, tu sais, assez souvent, et que je disais qu'il fallait pas qu'il le dise le lendemain aux coéquipiers quand même. C'est Monsieur Georges Weah. Hein, quand Georges y reste, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas devenu après de Ballon d'Or, 6 mois au Paris Saint-Germain, 6 mois au Paris Saint-Germain, au Milan AC, non? Bah voilà, Georges Weah. Bah, il m'a même remercié il y a pas longtemps. Je l'ai entendu quand il a la remise du Ballon d'Or. Il a cité 2 entraîneurs, Monsieur comment il s'appelle l'Italien qu'il a eu comme entraîneur Capello, Claudio Capello et Luis Fernandez. Ça m'a fait plaisir, tu vois. Ouais. Et puis Ronaldinho, s'il m'aurait demandé de venir dormir à la maison, je lui aurais ouvert la maison, mais la deuxième année, quand sa famille est partie, quand ils l'ont laissé un peu tout seul. Mais sinon, je l'aurais accepté, j'aurais donné le lit. J'ai un lit supplémentaire à la maison, je l'aurais fait bien dormir à la maison. Que cela, j'aurais été encore plus content de lui. D'accord. Quel est le club que tu détestais affronter? J'en ai pas. Non. Ok. Aucun. Non. J'ai la particularité, c'est que j'aime le football. Quand tu aimes le football, il faut que tu aimes tous ces clubs, quels que soient les clubs que tu vois. Pour moi, c'est important. J'ai pas une particularité. Non, j'ai pas pour l'un ou pour l'autre. Même en Espagne, c'est pareil. C'est pareil. J'aime tous les clubs. Tous les clubs. Voilà. Ils ont tous chacun une histoire. Et il faut savoir la respecter, l'histoire de tous ces clubs avec une institution sportive. Voilà. D'accord. Quel est le stade qui t'a le plus marqué? Le stade de foot. Le Parc des Princes. C'est mon jardin. Ça, c'est l'endroit où, quand tu commences et que tu gagnes ce que tu as gagné en jouant c'est-à-dire que tu le connais parfaitement bien. Tu connais vraiment les distances, les tribunes, tout ça. C'est vraiment le stade qui m'a le plus, on va dire, impressionné. Plein, hein, plein. Quand tu te cognes le pied sur ton lit le matin, quand tu te réveilles et que tu te cognes le pied, tu insultes en espagnol ou en français? Je me dis non, je ne m'insulte pas, je dis rien, je me tais. Tu dis pas un gros mot? Tu dis aucun gros mot Non. quand tu te tapes? Non, Ok. non. C'est poli. Non, c'est poli, exactement. Alors, tu es connu comme étant un gros chambreur sur le terrain. Oui. Quelle est la chambritude, je ne sais pas si c'est un mot, mais quelle est la fois où tu as chambré un adversaire dont tu étais le plus fier de l'avoir fait complètement dégoupiller? J'ai pas de souvenir, mais j'en ai, tu sais, à force de les côtoyer, à force de les voir, tu sais, celui que j'aime bien chambrer un peu, c'est Basile en ce moment, Basilou, mon petit Basile Boli, Ouais. tu sais. Tu vois, t'es meilleur avec ta tête qu'avec tes pieds, hein, tu vois, c'est ça que Basile, c'est mon Basile. Autrement, que ce soit avec Laurent Blanc ou avec d'autres, voilà, tous ces joueurs, ou dans le passé, on s'est chambré. C'est le chambrage. Quand il y a un bon chambrage, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il faut savoir l'accepter. Et tu l'as pris où, toi? C'était dans la rue, aux Minguettes ou c'est... Non, tu l'apprends au quotidien, dans les vestiaires, en jouant, en étant sur un terrain, en rentrant dans un vestiaire, dans les déplacements, dans un bus. Non, t'as toujours des jeux de mots. Tu sais, ces fameux jeux de mots que l'on interprète et que l'on sort. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à chambrer. Voilà. Et pour toi, c'est qui le meilleur chambreur contre lequel tu as joué? Jouer, pas de souvenir. Pas de souvenir? Non, pas de souvenir. Et avec lequel tu as joué, c'était Platini qui était Michel chambré, même Tigana, c'était un chambreur aussi. Hein. Ne me dis pas Bossis, non, c'était pas un chambreur. Non, non, moi aussi, c'est pas le style. C'est toutou. Lui, c'est le toutou. Il disait rien, celui-là.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu dans ton livre, tu racontes la façon dont Platini chambre Bossis avant la finale contre l'Espagne. Je ne connaissais pas cette anecdote. Alors pour Guillaume, je ne sais pas s'il la connaît. Ouais, non, Tu t'en souviens, Louis? Peut-être que tu veux la raconter. Dis-moi. Vas-y. C'est que donc Platini motive un peu tout le monde avant la finale, mais il dit s'il y a un penalty à la 89e minute, on laisse Bossis le tirer et on voit la réaction du stade qui va être complètement silencieux. Ça, c'est C'est Ah, ça, assez, c'est du Michel Platini. c'est brutal quand même. C'est brutal, vraiment. Ouais. C'est drôle, c'est marrant. Faut c'est savoir très, le très prendre, drôle. ça. Voilà. C'est très très drôle. Quel était le plus gros boucher que tu as vu sur un terrain? C'était Luis Fernandez. Luis Fernandez. Ah ouais. Donc toi, tu te qualifierais de boucher? J'avais un tempérament on va dire, assez important, dans l'engagement. Tu vois, j'ai quelqu'un qui, pour m'imposer, pour intercepter, on va dire que, tu vois, j'avais un arbitre que j'étais un peu, j'étais fan de lui, c'est Monsieur Robert Wurz. Je sais pas si vous l'avez connu. Bien sûr, l'Alsacien. Robert Wurz, c'était le personnage d'entraîneur qui est l'entraîneur, l'arbitre qui courait à côté de toi, qui était capable, on va dire, le show de Monsieur Robert Wurz, et qui était capable de venir à tes côtés en se te disant, Monsieur Fernandez, je me suis trompé. Ah bon? Un arbitre qui te dit, je me suis trompé. Tu dis, c'est incroyable, Ouais. il reconnaît qu'il s'est trompé. Jusqu'à présent, quand je vois Robert Wurz, je le recroise. Ça va, monsieur, vous êtes trompé? Encore, vous êtes trompé? Toujours, vous êtes trompé? Voilà, c'est Robert Wurz, voilà. C'est un personnage, voilà. Et est-ce que tu as eu beaucoup de cartons rouges dans ta carrière? Pourquoi pas? Si aujourd'hui, je serais en activité, je pense que j'en aurais quelques-uns. Ouais, je pense que tu jouerais un match sur deux, ouais. Ah ouais. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est marrant que tu te considères comme un boucher parce que tu avais été critiqué très tôt dans ta carrière parce que tu avais blessé, je crois que c'est Ricor, le monégasque. C'était un accident, il me semble. Et tu l'avais assez mal pris. Donc c'est marrant que maintenant, avec le temps, tu vois ça peut-être un peu différemment. Non, parce que tu sais, quand tu débarques, quand tu commences, tu prends ta place et tu essaies de te rendre le plus utile à ton équipe dans la récupération, dans le placement, dans le pressing. Et des fois, tu te laisses un peu trop vite emporter. Et quand tu te laisses un peu trop, c'est une question de tempérament, question que tu n'as pas envie de subir, tu n'as pas envie et c'est là où tu te laisses un peu emporter, c'est dommage. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as joué quand même avec, t'as joué avec Carlos Moser, enfin pas joué avec lui, mais à une période Carlos Moser. C'est souvent Carlos Moser qui revient quand même assez régulièrement comme étant le pire boucher. Donc bon, c'est... Dernière question, quel est l'héritage que Luis Fernandez laisse au football? Ça, je vous laisse plutôt le dire vous, parce que moi je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je laisse. Voilà, je laisse de tout. Voilà. D'accord. Alors ta plus grande fierté? Tu sais, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu arriver là où je suis arrivé en partant de très 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 loin et réussir ce parcours. C'est quelque chose que je le souhaite à beaucoup de jeunes de pouvoir le faire aussi d'eux-mêmes, de rester, on va dire, sérieux, appliqué, et qu'ils écoutent assez souvent les bons conseils que l'on peut te donner. D'accord. Très bien, merci. Merci, bientôt, messieurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Vraiment, c'était extraordinaire. C'est la fin de ce deuxième volet avec Luis Fernandez. On espère que ce cycle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité du podcast des légendes. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressants de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités,
Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter, allez sur notre site web, vous verrez c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.